Est-ce qu'il y a, voilà, parmi vous, parmi nous, des gens ici qui souhaitent intervenir, prendre la parole, poser une question, faire une proposition, donner leur point de vue, que ce soit un point de vue terrain ou un point de vue plus débat sur quelle stratégie? Ben, le micro. Non, c'est bon, ça devrait aller, je pense que la voix qui porte. Vous m'entendez? Est-ce que vous pensez vraiment que... Parce que c'est bien, moi je suis pour accompagner les gens à s'injecter, je suis infirmière, donc moi ça me pose aucun problème d'accompagner les gens à s'injecter. Je dirais presque, voire même à les injecter, parce qu'il y en a certains, vu ce qu'ils font, c'est... Bon, bref. Mais le problème qu'il y a, c'est aussi qu'on a une direction au-dessus de nous. C'est pas qu'une question de pénale, juridique. Je veux dire, si moi je prends le risque, par exemple, en tant qu'infirmière, d'aider quelqu'un à s'injecter, l'accompagner, voire l'injecter, je prends de gros risques au niveau de ma direction, je risque de perdre mon taf, et en plus je risque de perdre mon diplôme. Hein? Donc, bon, après, c'est toujours pareil, quoi. C'est pas qu'une question de faire de la prison, ou... c'est une question que moi j'ai un enfant et qu'il faut quand même que je lui donne à bouffer, quoi. Si je lui dis excuse-moi mais là j'ai plus mon travail, je vais être obligée d'aller faire des ménages au black parce que là j'ai plus de taf, je pense qu'elle va pas être bien contente. Vous avez entendu, tout le monde a entendu l'intervention? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut soit répondre, rebondir ou... Bah, vas-y. C'est en lien avec ce qui a été dit. Oui. Moi, je suis assez séduit par votre proposition, sauf que là, vous nous proposez d'entrer en guérilla, clairement. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Après, il faut entendre ce que dit la copine. Mais pourquoi pas? Mais je pense que ça pourrait se préparer vraiment sur du long terme, en s'appuyant sur l'AFR ou sous d'autres trucs. Et pourquoi pas le proposer à nos directions, à nos conseils d'administration, parce qu'évidemment il faut en passer par là, on ne peut pas le faire individuellement, c'est soit on le fait en tant que structure, dans un cadre un peu protégé pour les salariés et les usagers, soit on va se faire dézinguer les uns après les autres, effectivement. Mais je pense qu'il y a peut-être quelque chose à réfléchir au niveau européen, pourquoi pas, parce que de toute façon il faut raisonner comme ça maintenant aussi, de mouvements qui partiraient un peu d'en bas et pour faire un truc un peu costaud, quoi. Oui, premier point, je pense qu'il faut vraiment élargir le débat. On ne peut pas rester sur l'accompagnement à la consommation, qui n'est que l'un des aspects véritablement de la réduction des risques et des dommages. Sur les salles de consommation en tant que telles, alors, bon, moi je connais bien le 18, le 19e, y compris la gare du Nord pour y habiter, avoir un atelier. Il y a quand même un certain nombre de problèmes à poser. Un, on n'est pas seulement sur les usagers de drogue. Aujourd'hui, il y a des pétitions qui circulent, notamment dans le 19e, qui sont contre le droit à la fête. Hein. Tous les gens qui sont sur le canal et qui font des pique-niques se voient en fait vraiment molestés par un certain nombre de gens. Et c'est un truc qui circule véritablement. Donc il y a un endroit où en fait les gens ne savent plus du tout où ils habitent. Le deuxième point que je voudrais relever, c'est sur la salle de consommation. Alors, je suis assez d'accord avec les Belges, ils nous filent toujours des leçons à certains moments. On est dans un recul au niveau de la RDR, et y compris de la SCMR. Pour expliquer un peu les choses, la scène ouverte de la SCMR sur la gare du Nord, finalement, au bout du compte, elle devrait naître boulevard de la Chapelle. Pour les gens qui connaissent un peu Paris, on n'est pas dans la scène ouverte, on est ailleurs. Alors qu'est-ce qui se passe ici? Il se passe un truc très bizarre qui est qu'à l'endroit de la scène ouverte, on a des bâtiments de la SNCF qui vont être en fait totalement décapés, rénovés, et qui vont permettre de faire des hôtels de luxe pour être au moins en conformité avec la gare de Londres, d'accord? De façon à ce que les gens qui arrivent directement du train de Londres à Paris puissent en fait être dans des hôtels 4 étoiles. À ce niveau-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, le commissariat du 10e devient beaucoup plus vindicatif et beaucoup plus répressif qu'il ne l'était auparavant. Donc c'est vraiment un truc, alors ça se traduit comment? C'est l'automate qu'on veut faire reculer.
Hein, il n'y a pas de mystère. Or, manque de bol, sur le boulevard du côté du marché, je veux dire, il n'y a quasiment pas de consommation et l'automate ne marche pas. Donc c'est toute une série d'éléments comme ça. Moi, ce qui me revient aussi à l'esprit, parce que c'est vraiment fondamental, il y avait un Irlandais la semaine dernière sur la Fédération Française Addiction qui disait que, alors on parle de l'Angleterre, hein, on parle de Liverpool, il disait c'est quand même bizarre parce que nous, les premiers qui ont compris l'intérêt de la réduction des risques, c'est les flics. Et il y a un vrai truc ici, c'est pourquoi en France on n'arrive pas à se faire entendre. Oui, bonjour, je suis Didier Vincent de l'association d'habitants de quartier qui s'appelle Action Barbès. J'aurais juste faire une remarque sur ce qu'ont dit nos amis belges et une question pour nos amis de B18. Vous nous incitez à la transgression finalement ponctuelle. Ok, c'est intéressant, on peut faire avancer les choses. Mais si on replace le débat dans ce qui est l'objet de l'atelier, c'est-à-dire la fin de la prohibition, il ne faut pas oublier qu'on est dans une démocratie et que le problème, il est là. Si je prends l'exemple de la France et de la peine de mort, l'abolition de la peine de mort, c'est tout un travail. Certes, il y a eu des hommes politiques courageux qui ont décidé de le faire malgré les sondages négatifs, mais il y a eu aussi tout un processus, comment dirais-je, d'information et de, j'allais dire justification, non, mais d'information des gens. Donc, transgression sur des points ponctuels, ok, ouvrir une salle de conso peut-être. Fin de la prohibition, on est en démocratie, donc je pense qu'il faut quand même faire attention. Pour nos amis de B18, nous on participe aux réunions semestrielles de coordination de la ZSP. Il nous est dit que bon, le travail de la police, c'est un travail de fond, des démantèlements des trafics, et que c'est pas un travail ponctuel. Quand on rencontre les commissaires, aussi bien du 18e que du 10e d'ailleurs, bon, sans le dire officiellement, mais enfin, ils ne sont pas du tout hostiles à la salle de consommation, ça c'est clair. Par ailleurs, la mise en place de la brigade de sécurité territoriale autour de la gare du Nord et tout ça semble finalement, au lieu de résoudre un certain nombre de problèmes, en poser d'autres qui apparaissent. Alors la question est la suivante, il y a des problèmes à Pajol, par exemple, tout ça. Est-ce que vous, dans l'étude que vous avez faite, vous avez noté un harcèlement de la police au quotidien? Le harcèlement, il s'effectue par la présence massive des forces de l'ordre. Là, je parle par contre entre minuit et 10h du matin. En journée, j'imagine que ça doit être tout autant. Mais le harcèlement, oui, on l'a vu en prenant le métro, on l'a vu au quotidien, c'est-à-dire, alors peut-être que c'est la réduction des risques, je ne sais pas, mais on a vu des policiers prendre des doseurs et les casser. On a vu, oui, c'était quand même, alors c'était pas tous les soirs non plus, mais généralement, ce qui suscitait les nuisances sonores entre minuit et 10h du matin, c'était un peu les interventions spectaculaires de la police. Faut pas se voiler la face. Alors, on n'est pas là effectivement pour dire du mal de la police, hein. Mais entre minuit et 10h, c'est vraiment un autre monde, c'est un autre univers, c'est une autre ambiance, et vous avez vraiment les cow-boys d'un côté et les Indiens de l'autre. Et même nous, on a été, ça nous est arrivé de subir des petites pressions toutes simples, mais qui sont quand même assez désagréables à vivre au quotidien, à savoir une lampe de torche dans le visage. Donc, c'est pas, on n'a pas vu, c'est pas quotidien, mais certaines arrestations étaient quand même assez spectaculaires. Et puis il y a aussi la façon dont on les voyait s'adresser aux usagers, c'est le tutoiement direct. Et c'est la provocation, quoi. Et puis les gars, entre minuit et 10h du matin, ils vont se faire contrôler 10-15 fois par la même équipe. Et oui, ça c'est du harcèlement. Ouais. Mais ça touche pas que les usagers de drogue, malheureusement. Le harcèlement, je dirais, pardon, le harcèlement, moi je dirais qu'il est ponctuel. Après, où on peut, je modifierais sur les mots, c'est des tensions et des pressions qui ont un impact. Voilà, plus.
c'est plus dans l'omniprésence et dans le côté sous-jacent qu'on ressent les choses. C'est des tensions voilà, continuelles qui impactent donc sur les nuisances, sur les consommations aussi. Hein, enfin, on sait très bien qu'une consommation prise dans la détente ou dans l'angoisse, forcément, les conséquences ne sont pas les mêmes non plus. Juste rebondir par rapport à ce que vous dites. Sur le long terme, et l'étude a duré 6 mois, en fait, effectivement, et puis c'était le début de la ZSP sur ce quartier Cambrai Stalingrad. Moi aussi, je parlerai beaucoup plus de pression, parce que... Je te remercie. Voilà, parce qu'elle se réalise sur les 6 mois. Le harcèlement, je dirais qu'il vient, c'est peut-être plus pernicieux, il vient justement, plus on va spécifier sur les quartiers dont vous parlez précisément, plus on va spécifier les brigades. C'est-à-dire que la zone de sécurité prioritaire, elle est particulièrement identifiée. Mais nous, le jour où à cette zone de sécurité prioritaire s'ajoute, par exemple, en période estivale, les CRS, la BAC, les stupes au même instant, là, on est plus dans un harcèlement. Et d'ailleurs, on se retrouve avec, en plus des compagnies de CRS qui, malheureusement, comme s'il ne se passait rien à Marseille, en plein mois de juillet et plein mois d'août, c'est bien connu, étaient directement venus des quartiers nord de Marseille pour renforcer le dispositif policier de Stalingrad. Et effectivement, c'est à ce moment-là, parce que ça, on l'évalue, qu'il y a eu le plus de matériel cassé, par exemple. Et juste rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure, parce que moi, je ne pense pas, en tout cas pas pour le commissaire du 18e ou du 19e que je rencontre régulièrement, qu'ils font de la RDR, mais c'est en même temps aller dans le sens de ce que vous disiez aussi, c'est-à-dire que il nous a été spécifié, alors tout au long de l'étude et de la présentation d'études qui a été faite donc, auprès des commissariats, des élus, voire des habitants, pour certains par le biais des conseils de quartier, c'est clairement affiché que, et dit, et du coup mené sur le terrain, qu'ils ne font pas de réduction des risques. En revanche, ils vont se servir de ce concept, évidemment, maintenant qu'ils ont appris à connaître, ça c'est certain, et ça vient de nous. Donc je ne sais pas, c'est là où le temps nous dira si c'est bien ou mauvais, mais aujourd'hui, dans les réunions avec les commissaires, ils parlent de la réduction des risques, et je me souviens très bien du commissaire du 19e arrondissement qui, au début donc février 2013, au début de la zone de sécurité prioritaire et des premières observations dont on lui faisait part, alors c'est vrai qu'ils avaient en tête l'éradication, parce que c'est pas moindre, cette fameuse éradication de scène. Donc de toute façon, les vocables employés étaient éradication, élimination, assainissement des quartiers. Et ils avaient en tête Lomière, bien évidemment, puisque un an après, le plan et la Seine aura sauté, comme il disait, en pensant, parce qu'on a aussi beaucoup ça, hein, vous connaissez, mais on l'a beaucoup sur ces quartiers du Nord-Est, où le renvoi de balles se fait d'un arrondissement à l'autre, j'allais dire en passant un canal ou en passant une rive, voilà, c'est aussi simple que ça, ou le métro aérien. Et la première fois que j'ai expliqué au commissaire du 19e qu'il ne remplirait pas la future éventuelle salle de consommation en éradiquant la Seine de Lomière, et que de toute façon, il ne fallait pas qu'il se trompe, nous serions, et encore plus les bus, là où sont les usagers, et pas l'inverse. Il pensait vraiment, il le disait, que les usagers iraient de toute façon dans le 10e arrondissement. Or, on déterminait à ce moment-là cette Seine comme étant la plus grosse de consommation édile de crack. Voilà, donc ils se renvoyaient ces balles comme ça, hein, on a connu ça, et vous connaissez encore ça sur les quartiers, entre 10e, 18e et 19e. 18, 19, encore plus flagrant, puisque c'est la rue d'Aubervilliers qui fait frontière, et vous avez un trottoir 18e, un trottoir 19e, avec toute la problématique du parc et du jardin des Halles, qui à un moment donné va absorber tout le déplacement de la Seine de Stalingrad, et qui va faire que les problèmes vont se regrouper. Et l'autre chose que j'ai entendue par rapport à ce concept de RDR du côté de la police, et qui a fait à un moment, c'est la dernière réunion, donc à la fin complètement de l'étude et à la présentation, une fois que les pistes de travail avaient été validées par l'ARS et la ville de Paris, les commissaires, effectivement, dire ben voilà, l'OMIR a marché, l'action policière a marché, la ZSP c'est super, maintenant vous pouvez vous en occuper, ouvrir vos salles, etc. C'est-à-dire que c'est jamais évidemment
pris comme quelque chose de positif au moment des actions. Tu parlais, Adeline, tout à l'heure d'apaisement aussi, de meilleure cohabitation aussi pour les populations qui sont sur un territoire. Là, on était clairement dans on chasse, en pensant que à un moment donné, oui, réduction des risques, mais ça aurait été autre chose, ça aurait été la même chose, rattrapera le déplacement, enfin en tout cas les problématiques liées au déplacement des personnes. Christophe Coulot, donc je suis éducateur dans aucun rue de Juvisy. J'avais une question à poser à nos amis belges. Je voulais savoir ce que vous nous disiez tout à l'heure, c'était au niveau institutionnel ou au niveau individuel de chacun de nous dans notre profession. Alors nous, on n'est pas venus pour donner des leçons, hein. C'est vraiment pas... comme le temps était écourté, on y a été franco pour lancer un débat. On n'a pas eu le temps de développer, de faire des relations qui auraient permis d'amoindrir un peu nos propos. Mais voilà, il y a un moment, je veux dire, c'est pas l'idée de rentrer tout à coup en résistance, c'est quelque chose qu'il faut réfléchir. Nous, ce qu'on se dit, c'est qu'il est temps d'avoir ce débat. Je dis pas que demain, il faut passer à l'action et commencer à faire n'importe quoi, mais c'est clair que ce serait plutôt une institution, et même pas une institution, un secteur d'institution qui dirait, ok, on se réunit, maintenant il y en a marre. Nous, on est médecins aussi. Je veux dire, on est médecins, on a notre mission de santé qui est entravée. Déjà qu'on a perdu notre liberté de choix thérapeutique, hein, parce que dans le traitement à l'héroïne, bah, il n'y a que la méthadone qui est légale. On ne peut pas choisir, nous, de quel produit on va donner à notre patient, alors qu'on estime que ce patient-là, la méthadone, ça ne lui convient pas. On a déjà cette liberté qui est entravée par la prohibition. Aujourd'hui, on a quand même une mission de santé qui est avec des recommandations internationales, on nous empêche de l'exprimer. Est-ce qu'on ne se mettrait pas à table et qu'on discuterait sérieusement de la possibilité d'aller en résistance, entre guillemets, ou de mener une initiative comme on l'a fait par le passé? C'est pas un truc à titre individuel, et évidemment que le souci qui revient toujours sur la table d'une direction, c'est de dire ouais, mais attendez, j'ai des employés, s'ils sont poursuivis, que va-t-il se passer? Évidemment. Mais à un moment donné, enfin, on fait aussi de la réduction des risques, quoi. Je veux dire, et comme on disait tout à l'heure, à un moment donné, il faut peut-être prendre des risques. Et honnêtement, je ne vois personnellement pas, et les avocats avec qui on discutait, ils ont du mal à voir un juge qui va vraiment condamner pour ces questions, parce qu'il y a quand même une action qui reste légitime. Alors s'il y a condamnation, croyez-moi, ça fera un tollé, enfin il faut l'espérer, et au moins ça fera un débat. Aujourd'hui, il n'y a pas de débat, et la prohibition gagne sur tous les terrains, alors que dans tous les débats, on en vient à dire que la prohibition maximalise les risques. Ouais, je veux bien la prohibition maximalise les risques, mais le problème, c'est la différence entre le discours des acteurs de RDR, qui sont dans une obsession qui est la santé, mais si vous allez voir les autorités publiques, il y a quand même quelque chose qu'il faut réaliser, tout le monde le sait, on le sait tous, c'est qu'ils n'en ont rien à foutre de la santé des consommateurs de drogue. Ce qui les intéresse, c'est de protéger la communauté saine de la contamination, de l'effet de la drogue. C'est qu'il faut cacher la drogue, c'est qu'il faut rendre l'espace public sain et sauf. Oh là là, c'est ça leur préoccupation. Sinon, on aurait déjà légalisé. Si on acceptait la liberté de consommer, la liberté de prendre du plaisir, les drogues seraient déjà légalisées. Donc, quand vous parlez de démocratie, peut-être que vous avez une démocratie en France. Moi, en Belgique, en tout cas, j'ai pas l'impression qu'il y ait une démocratie. Quand un gouvernement veut faire passer des mesures qui sont mauvaises pour la santé, qui sont une augmentation du chômage, des contrats précaires à l'emploi, ils n'ont pas de problème pour expliquer aux gens que c'est une bonne mesure. Et les gens, ils suivent. Hein. La preuve, c'est qu'ils votent encore à droite. Donc, s'ils voulaient vraiment faire passer un projet de légalisation, ils l'expliqueraient pendant une semaine aux gens, et croyez-moi, tout le monde dirait que c'est un bon modèle. Donc, c'est juste une volonté politique. C'est une idéologie, la prohibition. Et à un moment donné, il faut arrêter, je veux dire, il faut arrêter de parler leur langage. Leur langage, c'est de semer une panique, c'est de véhiculer des idées préconçues sur l'usage, et surtout le fondement même de la prohibition, c'est pas la santé, il faut quand même le rappeler. La santé n'a jamais pesé dans la mise en œuvre de cette politique. C'est une politique raciste de contrôle social. À la base, aux États-Unis, elle a été propagée en Europe. Le sommet, c'est qu'on fait marche arrière aux États-Unis, et nous, en Europe, on continue à cautionner une politique qui, en fait, n'a jamais était dans nos intérêts, parce que ça a commencé avec les fumeries d'opium. Je veux dire, en France, vous en aviez, nous, en Belgique, on n'en avait pas. Tout a été construit autour de ça, et on a fait de ce phénomène de drogue une dimension comme si c'était une épidémie qui menaçait toute la jeunesse. Mais enfin, je veux dire, il faut être réaliste, c'est pas la priorité en termes de santé, l'usage de drogue, quoi. Je me permets 30 secondes
pour continuer un petit peu là-dedans, on parlait tout à l'heure de démocratie, qu'il fallait amener les choses. Nous, quand on dit qu'il faut désobéir à la loi, on parle de faire ça de manière organisée, éventuellement de créer une personne morale qui pourra être poursuivie à la place de toutes les personnes qui s'impliqueront là-dedans. Voilà. Et après, au niveau de l'argumentaire, je veux dire, à l'heure actuelle, on a des bases empiriques qui permettent quand même de démontrer qu'il y a d'autres modèles plus efficaces que la prohibition à mettre en place. Les preuves, elles sont là. Je veux dire, il suffit de pouvoir les utiliser. On a tous vu les conventions internationales, les rapports de l'ONU, de l'OMS. Je veux dire, il n'y a plus à chercher. Les résultats sont là, il suffit de pouvoir s'en servir et de pouvoir les amener correctement. Nous, c'est notre point de vue. On n'a plus rien à prouver à ce niveau-là. Voilà. Pardon. Il y a un autre phénomène quand même que les Belges, vous devriez prendre en compte, parce que nous sommes concernés aussi. C'est la directive européenne qui consiste à placer en fait tous les revenus de la drogue et de la prostitution au sein du PIB. Et je crois bien d'ailleurs que chez vous, c'est fait. D'accord. Alors voilà encore une différence avec nous, parce que l'INSEE se refuse en fait à intégrer le revenu des drogues dans le PIB. Et quand on remonte un peu, quelles sont les raisons qu'ils donnent? Alors ils donnent des raisons fantastiques, c'est le principe de dépendance et de non-libre-échange au niveau des usagers de drogue. De la prostitution, c'est pareil, c'est pas un libre choix. On les a renvoyés quand même à un truc qui est de dire pourquoi auquel cas vous mettez les revenus du tabac et de l'alcool dans le PIB. Donc, deuxième question, c'est oui, non, mais c'est un peu compliqué. En clair, l'INSEE, pour l'instant, a pour mission, au niveau gouvernemental, de ne pas répondre sur l'histoire. Et qu'est-ce qui est en jeu dans l'affaire? C'est quoi? C'est la loi de 70. Parce que si bien évidemment on intègre les revenus de la drogue dans le PIB français, au niveau organisationnel et associatif, on va demander bien évidemment un pourcentage sur la prévention et la réduction des risques, mais plus que cela, c'est vraiment la fin de la loi de 70. Donc on n'est pas loin de basculer. Oui, quoique, encore une fois, hein, la prohibition retombe toujours sur ses pattes. Hein. Quand vous leur donnez ça, ils vous disent « Non mais attendez, on ne fait pas de morale en économie ». Alors vous leur dites, mais vous faites de la morale en santé, et ça leur pose pas de problème. C'est comme quand on leur dit, légaliser, ce serait de l'argent qu'on pourrait investir dans les soins. Ah, vous voulez faire du fric sur la santé des gens. Voilà. La prohibition, c'est le problème de la prohibition, c'est qu'elle n'est pas rationnelle. Et donc vous pouvez venir avec tous les éléments factuels que vous voulez, vous vous retrouvez avec des entrepreneurs de morale. Ce n'est que ça. Et donc en fait, vous êtes confronté à un débat qui n'aboutit jamais. Et c'est là qu'à un moment donné, il faut rentrer, à mon avis, en résistance solide, c'est-à-dire qu'à un moment, il faut le mettre le nez dans le caca, quoi. Juste une dernière chose, ça m'étonne quand même qu'on n'ait pas fait un parallèle, peut-être qu'on l'a fait et que j'ai peut-être pas entendu, entre la prohibition alcool aux États-Unis, qui s'est faite avec tout ce que ça a entraîné comme dommages collatéraux, de mafia, de trafic, bref, on a tous des films en tête qui nous montrent ça très très bien. Et peut-être que une suggestion, peut-être des campagnes d'information télévisuelles pour le public, en faisant un parallèle alcool et ce qui se passe maintenant au niveau de la prohibition, c'est peut-être, enfin, ça se voit moins ce qui se passe maintenant. C'est beaucoup plus latent, beaucoup plus caché. Mais c'est la même chose, au fond. Je crois que le parallèle des méfaits de la prohibition de l'alcool dans les années 20 aux États-Unis et les méfaits de la prohibition des drogues prohibées en France et dans tout un tas de pays de nos jours est sûr et évident. Le problème auquel on est confronté, qui a été revenu, puis qui revient toujours depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, selon l'ancienneté des uns et des autres dans le combat de la RDR et de la lutte contre la prohibition, ça a été dit, c'est que les arguments rationnels, scientifiques, réfléchis sont posés là, et comme je disais en introduction, ils sont d'excellente qualité, ils sont pluridisciplinaires, ils arrivent de tous les côtés par l'aspect économie, l'aspect sociologique, l'aspect santé, l'aspect militant, enfin voilà. Mais face au mur prohibitionniste qu'on a face à nous, il faut continuer à construire, à défendre et à aiguiser notre argumentaire,
ça c'est certain, en s'appuyant sur tous les facteurs et avec les validations scientifiques qui nous donnent à un moment donné, enfin déjà une conviction personnelle qu'on n'est pas fou et qu'on a raison de continuer à faire ce qu'on fait et qu'il faut continuer à le faire. Et en même temps, enfin on est un peu, c'est un parallèle que, enfin voilà, c'est mon point de vue en tout cas, c'est comme avec l'austérité budgétaire en Europe aujourd'hui, quoi. Ça plonge, plus on fait de l'austérité, plus ça entraîne l'économie en récession, plus ça fait des déficits, donc plus il faut faire de l'austérité, plus c'est machin, puis c'est voilà, puis ça n'en finit jamais, et puis après on peut écraser une société entière en disant on a raison parce que les comptes sont bons. Il y a cette même logique implacable de machine infernale qui, en fait, ne s'auto-évalue que sur les choses qu'elle décide d'évaluer. Et les dégâts de la prohibition justifient encore plus de répression, et donc voilà. Donc mais c'est vrai que la question, et c'est un peu ça, peut-être on va bientôt finir l'atelier aussi, donc je me permets un peu de prendre la parole peut-être pour essayer de conclure, parce qu'on a déjà bien dépassé, je vois du monde qui commence à arriver pour la suite, c'est qu'on est confronté à cette situation, hélas, depuis pas mal d'années, qu'à la fois on a des avancées, et on va voir peut-être, on a la question qu'on voulait un peu aborder ici et discuter entre nous, c'est est-ce que ce qu'on a réussi, les avancées, les acquis, les pratiques de la RDR qui sont reconnus et sur le terrain et par validation scientifique, est-ce que ça met des coins dans le bio-prohibitionniste pour le faire sauter, ou est-ce que finalement comme ça met de l'huile dans les rouages pour lui permettre de continuer à exister? Ça concerne, enfin, tous les mouvements de transformation sociale, à un moment donné, se confrontent à cette question, donc en même temps, on n'est pas les seuls. Mais je pense qu'en tout cas, je me permets de faire ça, c'est que c'est certain qu'il faut... en tout cas, il y a besoin, à côté de nos institutions de réduction des risques, de nos CARUT, de nos XAPA, de nos organismes financés par l'assurance maladie, par l'État, etc., rendant des comptes au pouvoir public et tenus par un cadre qui, à la fois, nous corsette, mais en même temps nous donne une légitimité pour affirmer notre combat politique anti-prohibitionniste. Il y a besoin qu'à côté de ces institutions associatives ou publiques dans lesquelles on travaille, pour une bonne partie d'entre nous auxquelles on participe, il y ait un outil politique indépendant. Et je crois qu'aujourd'hui, en tout cas, c'est de manière claire, depuis 2-3 ans, c'est vraiment le rôle qu'on essaye de faire jouer autant que faire se peut à la FR, toujours en s'appuyant sur la légitimité que la RDR acquiert et continue d'acquérir depuis 25 ans et va continuer à acquérir parce que il y a à la fois la désobéissance organisée, civile et réfléchie, et puis il y a aussi d'ores et déjà les expérimentations scientifiques qu'on peut faire en France, par exemple autour de l'accompagnement à l'injection. Des salles de consommation, il en existe plein en France. C'est dans le cadre des recherches à Hurley, il y a des locaux de CARUD, c'est de fait une salle de consommation, même s'il ne faut pas le dire. Si c'est une recherche, machin, il faut rentrer dedans, attention, il faut un protocole, etc. C'est vrai. Bon, enfin bon, maintenant, c'est des salles de conso. Je pense que, et ça, il faut aussi, je crois, pas hésiter à politiquement prendre la parole, à dire mais aujourd'hui, arrêtez de raconter n'importe quoi. Les salles de conso, elles existent déjà de toute façon. Donc maintenant, soit on fait comme si on ne l'avait pas vu, soit on décide de... Donc, je crois qu'il y a toujours quand même, il faut continuer à ne pas lâcher la validation scientifique de nos pratiques, qui, à un moment donné, si c'est pas tout de suite, de toute façon, l'histoire le reconnaîtra. C'est comme ça qu'on avait raison et qu'ils avaient tort. Mais en attendant, on a besoin d'un outil politique qui, lui, peut parler librement, indépendamment, à côté, en complémentarité avec nos institutions. Et je crois que je parlais dans mon intro de ce bel outil politique commun qu'est la FR. S'il y en a d'autres, pas de souci, mais pour le moment, c'est celui-là qu'on a. Je vous invite tous à même si je sais que tout le monde on est nombreux dans la RDR à se reconnaître dans la FR, mais on n'est pas forcément nombreux à prendre le pas de dire bon, voilà, j'en suis membre formellement, j'en suis militant, et donc je peux agir avec, dedans, dehors, etc. Donc n'hésitez pas à le faire. Et voilà, ça fait une conclusion. Très bien. Voilà. Eh bien, on fait une pause.